Lemaitre au couloir numéro 7 pour un podium olympique. Il y croit, c'est ce qu'il veut, c'est son objectif. C'est parti pour la finale du 200 mètres masculin. L'excellent départ d'Usain Bolt qui va avaler Christophe Lemaitre dans ce couloir numéro 7. Usain Bolt qui enchaîne et qui va sortir en tête du virage. Allez Christophe, il est dans les temps, il peut se battre. Déploie tes jambes Christophe, t'as foulé, arrache-toi. Lemaitre, Bolt, champion olympique du 200 mètres. Les médailles, il est créé pour la troisième. On va attendre. Il est sur la ligne. Lemaitre est sur la ligne au combat. Il est sur la ligne au combat. Bolt est champion. Bolt champion olympique, 19 secondes, 78 centièmes pour Usain Bolt qui égale sa meilleure perte de la saison, 8e médaille d'or pour la foudre qui a encore frappé de grâce, deuxième. 1 seconde 02, attention, Maryse, Gilbert, l'écran géant, on veut voir du bleu rouge, on veut voir le nom de Christophe Lemaitre apparaître. Il va y avoir une photo finish historique, on va attendre Lemaitre à la lutte pour la médaille de bronze, il était mal à la sortie du virage, encore une fois, il a déployé ses immenses compas. Christophe Lemaitre est devant nous. Il est médaille de bronze. Merci Christophe le grand voyage depuis ta montagne pour venir jusqu'à nous. Aujourd'hui la rencontre a lieu dans le cadre d'un projet européen qui va avoir lieu sur 3 ans. C'est la première année de ce projet qui a pour but de faire travailler des jeunes du lycée général et du lycée professionnel ensemble sur ces questions de harcèlement et plus spécifiquement de cyberharcèlement. Parce qu'il y a aussi une évolution avec les réseaux sociaux qui fait que voilà, il faut peut-être trouver des clés de lecture et voir comment on peut lutter contre tout cela. C'est la première rencontre sur ce projet-là, avec toi Christophe. Il travaille avec un établissement en Norvège, le lycée Knarvik à côté de Bergen. Ils iront en Norvège au mois d'octobre prochain. Ils recevront les Norvégiens au mois de mars 2020 pour clôturer le projet sur 2020-2021. Donc voilà, c'est pas un petit coup d'essai, c'est pas juste une petite rencontre, c'est vraiment, il y a un travail derrière, une réflexion, et derrière je leur laisserai présenter le projet plus en profondeur, te poser leurs questions évidemment. Et vraiment en préambule, je voulais te remercier de prendre du temps qui est précieux en ce moment dans les séances d'entraînement parce que je sais qu'il y a des grosses échéances à venir, pour venir rencontrer les jeunes, leur faire partager ton expérience, répondre à leurs questions. Vraiment, pourquoi l'athlétisme, ce sport, nous apporte quoi? Pourquoi l'athlétisme? Parce que tout simplement c'était un sport qui me correspondait bien, c'était un sport à l'époque qui était très basé, sur les performances individuelles. Et ça m'allait bien vu qu'à l'époque j'avais pas totalement l'esprit de groupe, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'autres sports avant, collectifs, du foot, du hand et du rugby, mais ça ne m'intéressait pas trop parce que j'étais vraiment axé sur les performances, sur mes propres performances individuelles et pas sur les performances du groupe. Et du coup la clé c'était le sprint, notamment c'était le meilleur sport pour moi parce que déjà c'était un sport qui me réussissait bien, je savais que j'avais des capacités là-dedans, mais aussi parce que c'était un sport où tout était, on va dire, c'est un sport où tu étais le seul concerné, c'est-à-dire tu gagnais parce que tu étais plus rapide que les autres, et parce que tu avais travaillé pour ça, tu perdais, tu savais que tu peux t'en prendre qu'à toi-même, que c'est les autres qui étaient meilleurs et qu'il fallait bosser pour pouvoir gagner la prochaine fois. Donc c'était un sport où tu étais on va dire souvent dos au mur et que tu ne veux pas te cacher derrière des excuses du fait que c'était à cause de tes coéquipiers qui n'ont pas joué le jeu, que tu as perdu, etc. C'est vraiment toi et tes propres compétences qui sont tout le temps mises à l'épreuve. Ça doit être impressionnant quand même d'avoir fait une course à côté du Usain Bolt. Mais est-ce que vous avez ressenti autre chose à côté? Oui et non. C'est vrai que la première fois c'était intéressant. La première fois que je cours contre lui, je sortais juste d'une année où j'étais champion du monde junior. Et ça m'a permis de découvrir la différence entre le niveau que j'avais actuellement et le plus haut niveau mondial.
Mais après, quand je suis rentré dans le monde professionnel, je le rencontrais souvent et du coup le but c'était comme d'habitude d'essayer de faire le meilleur résultat possible et même s'il y a des boîtes à côté, c'est pas, de ne pas y faire attention et de courir à 100%. Mais quand vous avez été médaillé, c'était quand même une reconnaissance, ça vous a apporté des choses ou... C'est sûr que ça a apporté beaucoup de choses, comme tu as dit, la notoriété, avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a aussi bien sûr le fait de la reconnaissance personnelle, surtout, je dirais pas la reconnaissance vis-à-vis des autres, mais la reconnaissance personnelle, la reconnaissance de la réussite de ton travail pour arriver à ce niveau-là. Et aussi l'envie de toujours vouloir faire plus après. Quand vous étiez jeune et que vous avez commencé à courir, est-ce que vous pensiez un jour arriver quand même aux Jeux Olympiques? Au début, non, tu penses pas aux Jeux Olympiques, tu y penses au fur et à mesure des performances. Moi j'ai pensé aux Jeux, c'était en 2008 parce que j'ai intégré le collectif Relais pour aller justement à Pékin. J'ai pas pu y aller parce que je me suis blessé justement pendant la préparation pour le relais, mais j'aurais pu y aller et là tu te dis que ouais, il y avait une possibilité d'y aller et du coup je continuais à travailler et puis comme mes performances continuaient à s'améliorer, je savais que j'avais une possibilité d'y aller, oui. Donc à ce moment que j'y pensé. Dans le sport et avec les médias, est-ce qu'il y a un type de harcèlement qui revient particulièrement, que vous avez en tête, qu'il n'y a pas si on n'a pas la notoriété que vous avez par exemple? On peut décliner le harcèlement avec sa notoriété, de toute façon, c'est pas la notoriété qui enlève le harcèlement. Le harcèlement, c'est quand on est victime, c'est toi-même après avec l'aide d'autres personnes qui décident de t'en débarrasser. Moi j'en suis débarrassé parce que justement j'avais à l'époque ça s'est fait on va dire un peu tout seul dans le sens où j'ai quitté le collège pour aller au lycée, donc j'étais dans un autre établissement, dans une autre ville et avec deux personnes qui ne connaissaient pas et puis ça s'est très bien passé, c'était justement grâce à ça que ça s'était arrêté, mais je pense que le harcèlement de toute façon touche n'est pas forcément lié à la notoriété. On peut avoir une notoriété victime de harcèlement parce que justement tu as des personnes qui sont tellement fans de toi, qui te harcèlent, qui veulent te voir, qui te harcèlent nuit et jour au téléphone et tout. Bon, ça n'est pas arrivé heureusement, mais voilà, ça peut être la notoriété te protège pas du harcèlement. À partir de quel âge vous avez commencé à être effectué par le harcèlement? À être? Oui, affecté, pardon. Ça a commencé au collège, donc ça a commencé plus précisément dès la 5e, je crois, ouais c'est ça. Dès la 5e où ça a commencé, j'ai commencé avec du harcèlement et jusqu'à la fin du collège, jusqu'en 3e, jusqu'à la fin de la 3e. À quel moment vous pensez que la barrière entre les chamailleries et le harcèlement a été franchise? En fait, c'est un peu compliqué parce que à l'époque, on parlait pas du tout de harcèlement à l'époque. À l'époque, le terme harcèlement scolaire n'était pas du tout évoqué à mon époque, je m'en souviens. Pour être honnête, je ne savais pas que vraiment je subissais, on pouvait vraiment le qualifier de harcèlement scolaire. C'est vrai que j'avais compris que quand même à l'époque c'était plus des simples moqueries, des chamailleries pour s'amuser, c'était vraiment pour vraiment m'embêter, vraiment pour faire du mal, quoi, vraiment pour ça. Mais comme j'ai dit à l'époque, je ne savais pas ce que je subissais, je pouvais le qualifier de harcèlement scolaire et que c'était. Qu'est-ce que c'était exactement, donc, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas et c'était compliqué pour moi de
de savoir où mettre, dans quelle case mettre ce que je subissais, et totalement ça m'a affecté. Je sais pas, avec les autres, je ne sais pas parler, je ne sais pas donner mon opinion de peur de ce qu'ils pensent, s'ils allaient en penser de mon opinion, s'ils allaient penser que c'était une opinion stupide, ridicule, etc. Donc du coup, je n'osais pas parler, aller vers les autres, pardon. Du coup, ça se répercutait sur le fait que je m'isole finalement, que je m'isole des autres, et que il y a eu le fait que je perde confiance en moi, et parce que de souffrir d'un manque d'interaction avec d'autres personnes. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte au final que vous étiez victime de harcèlement? Disons que je me suis rendu compte après, mais quelques années après, quand on a commencé à... d'abord quand j'ai commencé à en parler comme ça, sans le vouloir, de manière totalement naturelle à des personnes et des journalistes pendant une interview, et du coup c'est là que le mot harcèlement a commencé à sortir pour moi, et qu'après l'éducation nationale a fait une opération avec moi et d'autres personnalités qui ont été victimes de harcèlement pour justement prévenir sur le harcèlement scolaire, et c'est là que vraiment j'ai compris que ce que je subissais c'était du harcèlement scolaire justement après. Donc ça a pris quelques années quand même, quelques années à comprendre pour comprendre ce que je subissais à l'école, c'est du harcèlement scolaire, je pouvais le qualifier de harcèlement scolaire. Et si vous aviez le recul à l'époque que vous avez maintenant, comment est-ce que vous auriez agi? Après c'était pas une question de recul, après c'était une question de volonté, parce que comme j'ai dit, le harcèlement m'a vraiment coupé de tout, enfin m'a isolé des gens, je n'osais pas en parler, parce que je n'osais pas parler de ce que je subissais à mes parents, et donc c'est sûr que si j'avais appris tout ça, c'est sûr que j'en aurais peut-être parlé, mais c'était compliqué, parce que même si j'avais le recul, il y avait toujours cette crainte, de ce qui pouvait se passer si je parlais de ceci, et c'est ça qui m'a le plus paralysé. Comment auriez-vous aimé être aidé? De toute façon, le problème c'est que si j'en parle pas, c'était difficile aux autres de m'aider de toute façon. C'était ça le problème. Après, j'aurais bien voulu que quand j'étais victime de harcèlement à l'école, et que les gens qui assistaient à ça intervenaient ou essayaient de m'aider contre les personnes, mais ça s'était jamais fait. Et du coup, le seul moyen que j'avais vraiment de m'en sortir, c'était d'en parler à des personnes pour justement essayer de trouver une solution. Mais voilà, c'était le problème, si j'en parlais, personne ne pouvait m'aider, parce que personne ne savait ce que je subissais vraiment. Ça serait quoi les manières les plus efficaces pour aider quelqu'un qui est victime justement de harcèlement? Déjà, le moyen le plus efficace d'aider une personne, je pense que c'est de mettre en lumière le harcèlement, dans un premier temps, et ensuite c'est une personne qu'il faut accompagner, parce que le harcèlement c'est quelque chose qui est surtout mental. Même si on peut être victime de harcèlement physique, c'est surtout mental, ça peut détruire une personne mentalement, et il faut aider la personne à se reconstruire, à lui retrouver la confiance qu'il a perdue vis-à-vis envers lui-même et vis-à-vis des autres aussi. Et donc c'est toujours, je répète toujours, mais c'est quelque chose qu'il faut en parler forcément, parce qu'il y a beaucoup c'est des fois réjoui un peu par la loi du silence, et des fois on n'ose pas vraiment en parler, et il faut que ce soit les personnes qui sont victimes de harcèlement ou les gens qui en sont témoins, c'est à eux dans un premier temps de mettre en lumière ce qui se passe, et de parler de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils subissent ces personnes victimes de harcèlement. Le deuxième effet, le deuxième truc, c'est que
t'as aussi l'image, t'oses pas en parler à l'équipe pédagogique pour diverses raisons. T'as peur peut-être des représailles, t'as peur aussi de passer pour une balance, quelqu'un qui sait pas se défendre par lui-même, donc c'est compliqué. C'est Sentiment de honte. Voilà, c'est ça, ouais. Aussi. C'est tabou. Si vraiment il y avait des personnes à qui vous en auriez parlé à ce moment-là, au sein de l'établissement. Au sein de l'établissement. Au sein de l'établissement, personne, hein, parce que le directeur je vois pas, le CPE, alors lui, je pense qu'il n'a pas fait grand chose non plus. Les surveillants, ils n'auraient qu'à pouvoir techniquement, à part en parler aux profs, mais sinon. Non, je pense que ça t'a pas. Au sein de l'établissement, j'en aurais parlé, ça c'est sûr. Si ça avait été une équipe de CPE avec un jeune garçon, une jeune fille avec qui tu aurais eu un peu plus d'affinité, avec qui tu pourrais discuter, tu serais allé la voir ou le voir pour lui expliquer peut-être? Non, non plus. Non. Parce que tu étais encore moins, justement, Parce que tu étais enfermé. Hein? Parce que tu étais enfermé. Ouais, je me suis dit en premier temps, mais même si j'étais pas enfermé, je pense qu'il y a encore moins un élève. C'est très bien, parce qu'entre les élèves, ça se parle entre eux, et après ça va vite, hein, donc... Mais est-ce que vous avez eu des interventions, du coup, pendant votre collège-lycée, contre le harcèlement? Ah non, du tout. Je te dis, à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Mais du coup, aujourd'hui, il y a quand même des interventions qui sont faites dans les classes. Ouais, ouais. Si à l'époque, vous en avez eu, est-ce que vous avez fait quelque chose, justement? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Me connaissant, non. Parce que j'étais tellement enfermé à l'époque. Mais après, je pense que ça m'a pris conscience de ce que je vivais, je pense, c'est sûr. Peut-être que d'autres qui ont vu auraient pris conscience que j'étais victime de harcèlement, peut-être. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais tellement enfermé que c'était compliqué quand même. C'était physique ou moral? Non, c'était surtout moral, c'était pas physique, ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Et vous disiez quoi, par exemple? Juste par exemple. C'était des moqueries en fait, c'était plus des moqueries, en fait, des railleries que tout le reste, ça dépendait. En gros, parce que des fois, en fait, le truc c'est que comme des fois j'étais zoté un peu, donc du coup, en fait, il y avait le raccourci qu'un gars qui zozote, c'est forcément quelqu'un qui est débile, donc du coup, il jouait là-dessus en fait. Et ça vous a exclu du groupe carrément Ah oui, totalement, oui, non, c'est clair, oui. Que ce soit en classe ou à l'extérieur, j'avais pas ou très peu d'amis, quoi.